Bonjour les amis, c'est Bienvenue dans le Move avec Hugo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de finances personnelles. Tout simplement, j'ai décidé d'aborder cette thématique avec vous et de vous parler tout simplement de mon parcours. Pour commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour bien commencer. Et justement, je voulais vous parler de revenus passifs. Pourquoi? C'est ce qui est, en tout cas chez moi, le plus important. C'est les revenus passifs. C'est de l'argent qui me permet de tous les mois d'économiser, de mettre de côté. Et comment gagner justement des revenus passifs? Tout simplement, j'ai commencé dans l'immobilier. En fait, si vous ne savez pas, les revenus passifs, c'est tout simplement de l'argent que vous allez recevoir sans forcément faire grand-chose. Ça veut dire que vous allez mettre en place un système qui va vous rapporter de l'argent. Et en fait, ce système, une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez pas besoin de, voilà, vous n'avez rien besoin de faire vous-même physiquement. C'est pas comme si vous avez un travail où vous devez vous rendre sur place, passer du temps, faire une tâche qui sera peut-être difficile. Justement, les revenus passifs, c'est quelque chose que vous allez mettre en place. C'est souvent un investissement que vous allez faire qui va vous rapporter un pourcentage à la fin du mois. Alors pour moi, c'est beaucoup de l'immobilier qui peut me rapporter entre 5, 6, 7, 8 ou voire 10% si vous avez fait un bon investissement. Alors j'aimerais commencer un petit peu mon histoire en vous disant que moi déjà, j'ai commencé l'investissement immobilier assez jeune. Et pourquoi? Parce que déjà, moi, j'ai pas, j'ai pas aimé rester longtemps à l'école. J'ai surtout fui l'école malheureusement. Parce que c'est vrai que des fois, on peut regretter un petit peu parce que c'est clair que quand on avance dans sa carrière professionnelle, on se rend vite compte que voilà, les bases scolaires, elles sont importantes et qu'au final, on veut les fuir quand on est jeune parce qu'on est un petit peu dans la lune, on pense aux copines, on pense à plein de choses et on n'arrive pas à s'imaginer notre carrière professionnelle en étant tout jeune. Alors moi, quand j'étais tout jeune, je faisais le fou à l'école, j'étais dingo, je voulais m'amuser, faire des bêtises. Et voilà, ça m'a porté préjudice parce que j'ai dû aller étudier beaucoup plus tard, déjà en étant adulte. Et c'est beaucoup plus dur au final. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon parcours. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai quitté la scolarité obligatoire? Mon père, il m'avait laissé deux options, c'est-à-dire soit, en fait, moi j'habite en Suisse, il me dit soit tu quittes la Suisse, je te mets à l'étranger parce que j'ai mes grands-parents qui habitaient à l'étranger, soit tout simplement, tu vas travailler temporaire. Et c'est ce que j'étais faire. J'étais travailler temporaire dans la manutention, la construction. C'était dur. J'étais gamin, j'avais tout juste 18 ans. Il faisait froid, toucher du métal, ouais, être sale. Je crois que j'avais même 17 la première fois que j'y suis allé. C'était pas évident. Mais bon, je savais que j'avais pas le choix. J'étais là. Et qu'est-ce que je me suis dit? Ben voilà, maintenant que je suis là, je vais commencer à gagner de l'argent. J'étais tout content. Parce que finalement, c'est là que j'ai commencé à voir les premières rentrées d'argent. J'ai commencé à voir l'argent qui arrive. Je me suis dit, top, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter une voiture. Parce que je venais d'avoir le permis. Et au fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était ma plus grande erreur. Pourquoi? Parce que tout de suite, j'ai voulu avoir une jolie voiture et j'étais faire un crédit avec le peu d'argent que j'avais. Et en plus de ça, j'étais payé à la semaine. Il n'y avait rien de sûr. Ça veut dire que moi, en fait, l'argent, je ne l'avais pas tous les mois garanti. Je l'avais chaque semaine parce que c'était des missions temporaires. C'est-à-dire que j'étais payé à la semaine. Je recevais, en fait, je déposais mes heures le vendredi et la semaine d'après, le lundi, j'étais payé. Alors, je peux vous dire que c'est tendu quand tu fais un crédit puis tu n'es pas sûr de recevoir ou d'avoir une mission la semaine d'après. Parce que des fois, ça m'arrivait d'arriver le vendredi et on me dit écoute, tu as terminé ta mission, maintenant, il faut faire autre chose. Et puis toi, tu es là, tu dois payer tes factures, tu dois payer ton assurance maladie, etc. Alors, j'ai de la chance que j'étais encore chez mes parents, mais voilà, c'était tendu. Et c'était déjà une première mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas de garantie salariale et j'ai décidé de prendre une voiture parce que je pensais que j'allais sortir avec les copains, les copines, j'allais aller en boîte de nuit et que ça allait être génial. Et en fait, pas du tout. Alors oui, sur le coup, tu as du plaisir parce que tu as une nouvelle voiture, mais après, il faut la payer. Et je peux te dire que quand tu arrives à la fin du mois ou à la fin de la semaine, puis que tu n'es pas sûr de continuer la mission où tu es, puis j'avais pas de travail fixe, justement, c'était que du travail temporaire, c'est-à-dire que c'était pas des contrats à longue durée, c'était de la manutention, des événements, tu travailles 2 semaines, 3 mois, des fois ils te formaient, tu faisais 1 ou 2, 3 mois, allez, 3 mois max, ensuite c'était fini. C'était des travails de saison. Et j'avais vraiment pas, ouais, j'avais pas de responsabilité, alors je réalisais pas forcément. Et c'était ma première grosse responsabilité, c'était de payer ce crédit. Parce qu'au final, je me disais, l'assurance maladie, bon, allez, au pire. Mais même, si j'étais malade, c'était important de payer son assurance maladie. Mais surtout, voilà, pour les Français, je pense que c'est mutuel, hein, si je reviens sur ce point. Mais nous, voilà, l'assurance maladie ici en Suisse, c'était important pour moi d'être au clair avec ça. Et puis, mon père, lui, me demandait déjà un loyer. Quand j'étais jeune, il voulait déjà me mettre dans le contexte
voilà, du travail, en fait, comme dans le monde des adultes. Il me disait, voilà, tu vas me payer un loyer et je payais aussi mon abonnement de téléphone. Alors ça, c'était mes frais de base. Ça veut dire que c'était mon logement, l'abonnement de téléphone, mon assurance maladie et le crédit de la voiture. Et limite manger, voilà, c'était un sandwich vite fait à midi, je me prenais même pas la tête. Et après, avec le temps, en fait, j'y réfléchissais, c'est que j'étais tout le temps, on va dire, en galère pour arriver à la fin du mois, payer mes factures, et il me fallait trouver un travail fixe. Puis après, j'ai trouvé un travail fixe, et c'était pas payé à 100%, c'était à 80%. Et en fait, j'ai fait que de galérer, parce que j'avais un crédit de voiture, je crois que c'était sur 3 ans. C'était pas un gros crédit, elle m'avait pas coûté cher, la voiture. Mais voilà, il fallait payer ses mensualités. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est fou, ces voitures. Puis après, j'ai payé la première voiture, et j'avais déjà envie d'une deuxième. J'avais déjà envie de nouvelles voitures, parce qu'au final, ouais, c'était ma génération, 18-20 ans, c'était première voiture. T'es fan de ça. En plus, nous, c'était encore l'époque du tuning. T'achetais des jantes, j'avais acheté un échappement aussi, Miltech. Voilà, j'ai galéré déjà pour payer les mensualités. En plus de ça, j'allais acheter des jantes pour la voiture, des échappements, faire teinter les vitres, etc., etc. La sono, à l'époque, on mettait les sonos dans les voitures. Je me mettais trop d'argent dans les voitures. Et puis, d'un coup, il fallait que je quitte chez mes parents. Et c'est là que je me suis rendu compte que je devais louer et j'étais visiter des appartements. Et là, je me suis vite rendu compte que c'était cher de louer. Je me suis dit, comment je vais faire? Payer le crédit de la voiture, l'assurance maladie, le téléphone, etc., plus le loyer. Et en comparaison à ce que mon père me demandait, c'était 3 fois le prix du loyer que j'avais chez mes parents. Et là, il fallait bien réfléchir. Et c'est là que je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est que déjà, j'avais mis un peu d'argent de côté. Et à la base, je comptais amortir la voiture. Je me dis, je vais amortir la voiture. Et comme ça, en fait, la voiture, elle est payée. Et je vais tout simplement, je vais tout simplement liquider le crédit. Mais je pensais déjà acheter une nouvelle voiture. Et c'est une erreur que j'ai faite. Parce qu'après, j'ai pris encore un leasing. J'avais acheté une voiture en leasing. En plus, j'avais eu plein de problèmes avec. Elle était neuve. Et quand je me dis aujourd'hui, mais comment j'ai pu prendre une voiture en leasing? J'étais en assurance plein pot. Parce qu'ici, quand tu es jeune conducteur, tu payes plein pot l'assurance. Et je me rappelle, je recevais, en fait, c'était pas le 13e, parce que quand j'étais temporaire, en fait, c'était les heures de vacances. Ça comptait un peu comme un 13e. Ils te payaient tout dans les vacances et 13e parce que tu n'avais pas de vacances. Alors, je recevais l'argent des vacances et du 13e, pseudo 13e. Et en fait, j'arrivais à la fin de l'année, ou au milieu de l'année, parce que je payais en 2 fois l'assurance, et je donnais tout l'argent à l'assurance. Parce qu'en fait, tout ce que je gagnais, c'était pour l'assurance du véhicule. Et je me suis dit, mais en fait, non, je peux pas continuer comme ça. Et surtout quand je voulais quitter chez mes parents, puis que je voyais que les loyers, c'était hors de prix. En plus, on s'était fâché avec mon père. Je voulais vraiment quitter la maison. Et j'ai été visiter un appartement. Et j'ai discuté avec en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a été visiter, il y avait plein de monde. Je pense qu'il y avait, en tout cas, dans les 30 à 40 personnes. C'était un truc de fou. À l'époque, je me rappelle, j'ai l'impression qu'en fait, pour un 2 pièces et demi, c'est-à-dire juste une chambre, une cuisine, en fait, c'était cuisine et salon, en fait. J'avais l'impression que, ouais, tout le monde voulait ça. Et c'était un prix de fou quand il me disait, je crois que c'était 1250 francs suisses, plus les charges. Ça me revenait presque 1400. C'était tout petit. Je vivais, en fait, dans la cuisine, presque, j'ai l'impression que tout était au même endroit, en fait. Cuisine, salon, la chambre, elle était toute petite. Tu pouvais même pas mettre une armoire. Et je me suis dit, waouh, je vais payer super cher, plus le crédit de la voiture et tout. Il fallait que je trouve une solution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu la voiture pour encaisser. J'ai vendu la voiture pour encaisser, déjà amortir. En fait, quand j'ai amorti, au final, j'ai pas gagné d'argent, j'ai amorti ma dette et j'ai commencé à rechercher comment investir dans l'immobilier. Et je me suis dit, il faut que j'investisse dans l'immobilier, c'est pas possible. Puis je commence à regarder les annonces, c'était hors de prix. Je dis non, pire, je vais jamais réussir. Mais par contre, je faisais des calculs, je faisais hypothèque et à titre de comparaison, l'hypothèque, elle me coûtait, mais franchement, beaucoup moins cher que si j'allais louer tout simplement un appartement. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, il y a un coup à jouer là. Si je loue, je paye 1004. Si j'achète, je suis entre 600 et 800 francs suisses par mois. J'ai dit, attends, là en euros, on serait peut-être 700 euros, 560 euros environ. Excusez-moi pour les 60. Et je me disais, mais c'est pas possible, là, il y a un coup à jouer. Il fallait juste que je trouve, c'est une pépite, que je trouve un bien qui soit justement à un prix abordable sur le marché.
Et j'ai commencé à chercher, je trouvais rien. Et surtout quand tu passais par des agences immobilières, c'était encore pire parce que là, ils te gonflaient les prix, il n'y avait pas de négociation. Ou quand tu téléphonais pour avoir un rabais 3 à 5%, c'était déjà le max. Tu as l'impression qu'ils se foutaient un petit peu de moi. Puis c'est là que j'ai vu, même pas, je vais vous raconter le fond de l'histoire. J'étais chez ma mère et elle me parlait alors, t'as cherché, tu dis que tu veux quitter la maison, tu en parlais un peu, t'es sûr, t'as vu les responsabilités qu'il faut et tout. Mais moi j'étais déterminé, j'avais une copine à l'époque, je voulais vraiment avoir mon indépendance. Et je lui disais, écoute maman, je trouve rien, il y a rien. Et puis elle m'a dit, mais t'as regardé dans le journal. Et comme par hasard, ma mère, elle avait un journal à la maison avec des annonces immobilières. Et puis je vois petit appartement, 2 pièces et demie, et un prix super abordable. Et c'était écrit même pour investisseurs. Puis moi je me suis dit, Dieu sait, le truc il doit être pourri. Puis je disais même à ma mère, laisse tomber, je connais, c'est des trucs pourris, il y a personne qui les veut. Puis ma mère elle disait, mais va voir, va voir, va voir. Je me suis dit, allez, je me lance. En plus j'ai rien dit à mon père parce que j'étais fâché avec lui. Et je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire dans un autre podcast, mais je lui avais rien dit. Et je me suis dit, allez, je me lance. Et je téléphone à l'agence, je prends rendez-vous, parce que c'était une agence au final. Et je vais visiter, et l'appartement, dans un état impeccable. Bon, il y avait du vieux papier peint, il y avait des séparations, une espèce de couloir. Bon, il y avait quelque chose à refaire de toute façon. Mais c'était propre. J'ouvrais les placards, c'était propre. Il y avait des personnes âgées qui habitaient dedans, qui étaient d'origine allemande, mais c'était super propre à l'intérieur. Et je me suis dit, bon, si je dois faire des travaux, ça n'a pas l'air... ouais, ça n'a pas l'air un truc de fou, un truc insurmontable. Et même si je me suis imaginé passer par des entreprises, devoir payer ou autre, et j'ai fait mes calculs, je me suis dit, bon, là, il y avait un prix qui était proposé, et je me suis dit, bon, je vais essayer un coup de bluff, je vais essayer vraiment de baisser le prix. Même il y avait une agence, et j'avais essayé de baisser de 15 000 euros. Bon, c'était pas mal pour dire. 15 000 euros, en mettant les arguments qu'il fallait changer les fenêtres, voilà, qu'il fallait enlever ce vieux papier peint, remettre à goût du jour, et surtout faire le contrôle électrique. Parce qu'il y a toujours en Suisse, quand tu fais des travaux, après tu dois faire un contrôle électrique, ou des fois le contrôle électrique il n'est pas fait, et quand tu reprends un bien immobilier, tu dois faire le contrôle électrique qui s'appelle OIBT, puis ça coûte. Et j'essaie d'argumenter un petit peu sur ça avec l'agence, puis j'ai fait une offre ferme, mais je me suis dit par contre, je vais mettre un petit coup de pression, j'ai dit vous avez 24 heures pour signer. Puis c'était juste avant Noël, alors je me suis dit je veux signer avant Noël, mon offre c'est de temps si vous acceptez. Et il s'avérait que les personnes en fait qui vendaient l'appartement, elles voulaient quitter la Suisse et partir de nouveau en Allemagne. Parce qu'en fait, elles étaient originaires d'Allemagne, elles sont venues vivre en Suisse quelques années, et elles voulaient repartir en Allemagne pour la fin de leur jour, en fait. Et j'ai attendu, et bingo, je reçois une contre-offre, en fait, de l'agence, et ils me disent, voilà, on peut baisser max 10 000. Et moi, je me suis dit, à ce prix-là, franchement, max 10 000 de rabais, ça me va. Et j'ai dit, ok, c'est parti. J'ai dit, notaire, on y va. Notaire, on y va, c'est parti. Et ils m'ont dit, ouais, vous voulez pas faire une contre-visite? Et c'est là que j'ai appelé mon père. Et je lui ai dit, viens, on va quand même visiter. On était un petit peu en froid avec mon père. Il est venu voir. Et au début, il croyait pas trop en moi parce qu'il disait, ouais, mais c'est combien d'argent qu'il faut donner, les travaux, tu t'es imaginé tout ça. Tu vois, moi, je travaillais pas dans la construction de base, mais dans la manutention. C'est-à-dire, je faisais pas de la maçonnerie. Mais je me suis dit, bon, là, en plus, j'étais bien costaud à l'époque. Ouais, je travaillais dans le dur. Je me suis dit, c'est le moment. Faut se lancer. Puis j'ai fait les calculs avec mon père, j'ai dit voilà, tu vois, j'ai vendu la voiture, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté qu'il fallait, et vu que c'était pas un gros investissement, j'avais pas besoin énormément de fonds propres. C'est qu'ensuite il faut donner 20%, et là sur le coup j'avais même plus que 20%, et j'ai dit à mon père, tu vois, cet argent en épargne c'est pas beaucoup, mais le bien il est tellement peu cher que ça vaut la peine d'investir. Puis mon père il dit écoute, c'est toi qui sais. C'est là qu'il était un peu en froid avec moi, alors il me disait, vu que lui il connaissait pas, et en plus mon père par le passé il avait fait un investissement, ça s'était mal passé. Il était un peu en retrait, puis il s'est dit, écoute, c'est toi qui sais. Si tu veux, si tu le sens, vas-y, mais regarde pour avoir un peu d'argent pour les travaux. Et en fait, je suis allé voir ma banque, et c'était un coup de pression parce que je lui ai dit, écoutez, là, je sais que c'est la fin de l'année, et voilà, la banquière, elle était déjà en train d'organiser ses fêtes de fin d'année. Je pense qu'elle voulait plus voir de clients, mais elle s'est dit, bon, un jeune et tout, allez, j'y vais. Puis moi, je dis, écoutez, venez visiter. On était vraiment à quelques semaines de la fin de l'année. Venez visiter avec moi, je veux aller voir le notaire. J'ai trouvé un notaire comme ça à l'arrache. Le notaire, je l'appelle, écoutez, on va signer et tout. Et en fait, je savais même pas comment faire. J'appelle le notaire, je dis oui, oui, on va signer. En fait, je connaissais même pas les processus. Et à l'époque, je suivais un petit peu, j'en avais déjà parlé, je suivais Cédric Anissette qui parlait beaucoup d'immobilier sur Internet. Et c'est vraiment lui qui m'a donné, il n'y en avait pas d'autres. Franchement, je vous dis, c'est Cédric Anissette qui m'a donné ouais, la motivation d'investir dans l'immobilier. Moi, je travaillais, je regardais pendant les pauses de midi, je regardais les vidéos sur YouTube, investissement immobilier, quitter la rat race, motivation.
Et c'est pour ça que moi aussi, ça m'a donné envie de produire. J'ai commencé à faire des podcasts et tout à l'époque déjà sur l'immobilier. J'ai mis sur Apple Podcast. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui encore cette chaîne, c'est parce que j'ai envie de transmettre ça aux autres, comme justement j'ai eu moi à l'époque Cédric Anissette qui me donnait de la motivation. Et c'est ça que moi j'ai envie maintenant de faire aux autres, de transmettre, parce que moi justement j'ai vécu toutes ces étapes. Maintenant j'ai investi aussi dans l'immobilier, dans plusieurs biens immobiliers ou dans d'autres projets. Et maintenant j'ai envie de transmettre ça aux autres. Et justement, bah j'ai contacté la banque, j'ai contacté le notaire, c'était tout bon, j'ai fait la contre-visite et les propriétaires, ils ont dit c'est bon, sauf que, et là j'ai eu peur, je dis ah non, sauf que quoi? Par contre, on veut être payé en euros, puis là on est en Suisse, et puis moi sur le coup j'ai dit non, on fait les affaires en francs suisses, et puis l'agence leur a rectifié en francs suisses, et puis bon, plus rien, silence radio. Et par contre, il y avait une autre clause, c'est qu'ils avaient une date de départ. Ils voulaient que je leur laisse un délai, ce qui faisait au fait. Et moi, j'ai dit, mais écoutez, on signe tout de suite. Et par contre, je sais pas ce que j'avais tripé sur le coup. Et je sais même pas si ça se faisait comme ça ou pas. Mais je me suis dit, vas-y, je vais leur dire tant de francs par jour. À partir de la date que c'est signé, vous me donnez tant de francs par jour jusqu'à ce que vous partez. Et je savais même pas quand c'est qu'ils allaient partir. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, j'appelle le notaire, je lui dis, écoutez, rajoutez cette clause. Le notaire, il dit oui. La banque, elle prépare le dossier, elle va en avant, on marque le rendez-vous chez le notaire. Il débarque, et là, de nouveau chez le notaire, ils me ressortent qu'ils veulent le paiement en euros. Et ici, ça se fait pas. Le paiement, il est en francs suisses. Quand tu ensuite achètes en francs suisses, en tout cas, à l'époque, je sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit, t'achetais en francs suisses. Et puis eux, ils disaient, ah, mais c'est pas en euros. Et avec le taux de change de l'époque, on n'était pas au taux de change de maintenant. C'est-à-dire qu'au taux de change de l'époque, moi, ça me serait revenu beaucoup plus cher. Puis je sais pas si eux, ils avaient compris que ce prix était en euros. Et en francs suisses, ça faisait, je vais pas vous dire combien ça faisait de plus, mais c'était vraiment beaucoup plus. Au taux de l'époque. Et puis, après, je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, le notaire, il a dit non, écoutez, la vente, c'est ce montant en francs suisses. L'agence, ils ont ressorti l'offre, ils ont dit, regardez, c'est bien écrit que c'est en francs suisses, vous avez accepté l'offre. Le client, il a versé la compte, parce que j'avais versé un acompte de réservation. Je mets une petite goutte d'eau. Et puis justement, je sais pas ce qu'elle a eu, ils étaient deux. La femme, elle enlève son foulard, elle a un coup de chaud, elle a dit c'est bon, on signe. Oh, j'ai rien dit, j'étais tout content. J'étais là, j'ai regardé mon père. On signe le contrat, tout était réglé. Le notaire, il a mis tant de francs par jour. Je sais même plus le prix. Je vous dis, il faudrait que je regarde mes papiers, il faudrait que je regarde les archives, mais j'avais mis tant de francs par jour en croisant les doigts, en me disant, j'espère qu'ils vont pas faire long. Mais par contre, il m'avait prévenu, non, c'est juste le temps de déménager parce qu'il devait. En plus, c'est l'agence qui allait les aider à déménager. Vous voyez, c'est des personnes âgées, il fallait être compréhensible aussi. Je me suis dit, Dieu est avec moi. Dans tous les cas, voilà, je vais leur laisser ça. Moi, si j'arrive à leur âge, et puis m'arrive la même chose, que je dois retourner dans tel pays, je sais pas où, et puis que je dois quitter la Suisse, bah voilà, c'est clair qu'il faut un certain délai. Je me suis dit, bon, allez, on fait confiance. Et voilà, j'ai joué un coup de bluff, je savais pas. Franchement, c'était l'inconnu pour moi. C'était mon premier investissement, la première fois que je me retrouvais chez un notaire, à discuter avec la banque. Parce que même avec la banque, je suis arrivé, avec tout ce que j'avais regardé sur Internet avec Cédric Anissette, j'avais fait direct une offre, genre une espèce de tableau avec combien j'allais payer. Même la dame, elle m'a dit, mais avec vous, j'ai rien besoin de préparer. Comme si je m'y connaissais déjà. En fait, c'est tous des trucs que j'avais vus sur Internet. L'offre, elle a été acceptée, signée chez le notaire, champagne, hop, on est tout content. Et là, par contre, bah là, c'était dur, parce que là, il fallait faire les travaux. Ils sont restés quand même 2 mois dans l'appartement. Et une fois qu'ils sont partis, bah, il fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est là que tu te rends compte vraiment, en fait, des travaux que tu as à faire. Et bon, première chose à faire, c'était changer les fenêtres. C'est vrai, des vieilles fenêtres en bois, mal isolées. Et là, je me suis un petit peu renseigné aussi sur Internet. J'ai regardé, j'ai acheté des cadres de rénovation. C'est-à-dire qu'au finalement, c'est des fenêtres que en fait, tu mets par-dessus le vieux cadre. Et dans cette situation-là, ça allait très bien. Franchement, ça allait nickel. Ils ont fait un boulot impeccable. Ça m'a pas coûté trop cher. C'était encore une période où les matériaux, ils étaient à un bon prix. Et des fenêtres avec un cadre de rénovation. Alors, c'est clair que sur un projet où tu veux bien isoler, où tu mets peut-être l'isolation périphérique ou autre, c'est bien d'avoir. Après, je vais pas entrer dans la partie technique que je m'y connais, c'est pour pas avoir des ponts de froid. Des fois, les cadres de rénovation, il peut y avoir des problèmes de ponts de froid ou autre. Mais là, à l'occurrence, comment ça avait été fait, on n'avait pas justement ce pont de froid. C'était un travail qui était bien fait.
Parce qu'il peut y avoir justement entre l'extérieur et puis l'ancien cadre et la nouvelle fenêtre, un pont de froid, et puis tu as de l'air froid qui rentrerait dans la maison. Mais voilà, ça c'est une partie un petit peu plus technique, je ne vais pas entrer en matière. Mais voilà, j'ai mis ces fenêtres, j'ai mis du parquet, j'étais chercher les promos, tout seul j'ai pris ma voiture, j'ai chargé le parquet, j'ai rénové, j'ai cassé il y avait une espèce de couloir, j'ai cassé à la masse. C'était à l'étage, pris des petits seaux, j'ai tout chargé dans une benne. J'étais à la déchetterie des millions de fois. Voilà, j'ai rénové comme je pouvais avec mon père. Et le plus dur, ce qui a été vraiment le plus dur, c'était enlever le vieux papier peint. Et surtout, c'est là que tu te rends compte que quand tu n'as pas les outils et que tu dois faire de la rénovation, bah, c'est pas évident. Et moi, ça a été beaucoup de système D. J'ai pris un aspirateur à vapeur, je sais pas comment t'appelles ça, un racloir. J'ai tout essayé. Je faisais des petits trous avec un espèce d'outil là que tu passais dessus comme un rouleau. Ça faisait des petits trous dans le papier peint. Après, tu passais la vapeur et ça sortait. Mais je peux vous dire que ça sortait pas partout. Bref, j'ai fait ça. J'ai rénové la cuisine. J'ai mis un petit carrelage en fond de cuisine et tout. J'ai fait le maximum. L'appartement, il était nickel. J'étais habité dedans. Après, j'étais habité directement avec ma copine à l'époque, qui aujourd'hui est ma femme. Et j'étais super content. Parce que franchement, j'avais plus de crédit de voiture. J'avais un petit crédit, une petite hypothèque. J'avais fait une hypothèque à taux fixe, mais vraiment des taux en Suisse, on était à 0,8 ans. Je sais même plus. Franchement, je sais même plus. Je crois que c'était en dessous d'1%. Vraiment des taux ridicules. Et quand je comparais le loyer que l'autre il allait me demander pour le 2 pièces et demi et combien je payais maintenant à la banque, je me suis dit mais là je peux mettre de l'argent de côté. Et j'avais retrouvé un boulot fixe, un bon travail. Moi j'ai retrouvé un travail fixe, un très bon travail. Et là je me suis dit waouh, là maintenant les affaires elles commencent. Et ma seule envie, c'était de recommencer. Je me suis pété le dos, c'était dur, c'était l'inconnu, mais j'avais que envie de recommencer. Parce que là, c'était un vrai game changer. Et surtout de plus avoir de crédit de voiture. Parce que c'était un poids, ce crédit de voiture. Franchement, c'était vraiment un poids de payer tous les mois. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai racheté une voiture. J'avais mon beau-père, il vendait une Audi A3 break, mais un vieux modèle. Elle avait même pas les sensors à l'arrière, mais ça allait nickel. J'ai payé franchement 3000 €. Payé cash, c'était payé. La voiture 1,9 litre TDI, increvable, 200 000 km. Je pensais que j'allais rouler encore 10 ans avec. Mais franchement, elle allait nickel. En plus, c'était un break pour charger les matériaux quand j'avais tout cassé et tout. Franchement, c'était top. Et en plus, la voiture était tout le temps sale parce qu'il fallait, voilà, quand tu casses de la brique, tu prends des pots de peinture, après tu ramènes les déchets et tout. C'était une horreur. Bref. Et là, je me suis dit, j'ai fait une affaire. Là, je vous ai raconté vraiment en détail mon premier investissement. Et à partir de là, et j'ai mis ça dans la tête aussi de ma copine, j'ai continué à regarder des vidéos, continué à essayer de m'instruire dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement. Je me suis dit, mais en fait, ma vie, ça doit être ça. Ma vie, ça doit être épargner, acheter des biens immobiliers, les rénover, voire les mettre en location. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai continué à mettre de l'argent de côté, à me sacrifier dur, à pas acheter de trucs de luxe, de marque, prendre des leasing, faire vraiment des crédits, à vraiment me sacrifier. Je me suis dit, si j'ai pas de crédit, parce que je me rappellerai toute ma vie à la banque, ils m'ont demandé, ah, vous avez des leasing, vous avez des crédits. Et moi, non, non, j'ai rien, j'ai rien. Et en fait, d'un côté, peut-être c'est ce qui m'a sauvé, parce que j'étais un petit peu limite avec le crédit. C'est ce qui m'a sauvé, ou je sais pas. Je me suis dit, peut-être que si tu as des crédits, si tu as des leasing, tu es bloqué. Et je me suis mis ça en tête. Je me suis dit, je veux pas avoir de crédit personnel. En tout cas, une hypothèque, c'est pas grave, parce que tu peux faire l'effet de levier, mais en tout cas, pas de crédit personnel. Et vu que j'avais fait un taux fixe 5 ans, et puis que j'avais entendu Cédric Canissette, il parlait d'effet de levier avec la banque, quand ton taux fixe, il arrive au bout et tout ça, je me suis dit, bon, bah, j'ai 5 ans pour retrouver un bien immobilier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai recotisé pendant 5 ans, et j'ai commencé de nouveau à faire les petites annonces, à regarder, et je me suis dit de nouveau, c'est désespérant, je vais jamais retrouver un bien à investir parce qu'il y avait rien et les prix en fait étaient toujours de plus en plus chers. L'immobilier, le prix faisait que de monter, c'était dur de trouver des biens, il y avait peu de biens sur le marché. Concernant l'offre et la demande, c'était compliqué, il y avait plus de demandes que d'offres et ça faisait gonfler aussi les prix. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais une visite ou autre, les négociations, c'était impossible, c'était toujours des agences, ou quand quelqu'un voulait vendre le bien, c'était surtout à des connaissances, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de réseautage, et moi je suis pas un mec qui traîne dans les cafés, alors c'est pas évident pour faire, ou qui fait de la politique, parce qu'il y en a qui font de la politique pour faire du réseautage, c'était pas du tout mon truc, alors c'était pas évident. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, j'étais avec ma femme faire une marche, on était se balader, et puis on est rentré, j'étais épuisé, je me suis posé sur le canapé, je me suis mis la console, j'étais en train de jouer à un petit FIFA tranquille.
Puis ma femme me dit, ah, il faut aller au magasin, tu veux venir? Et moi, j'avais tellement mal aux jambes, j'ai dit, non, je bouge pas, je suis KO, va-toi. Elle revient du magasin avec une petite annonce, c'est les petites annonces que les particuliers mettent à la sortie des magasins. Et elle me dit, ouais, regarde, il y a une maison à vendre, petite maison à rénover. Puis moi, j'ai dit, c'est encore un truc pourri, ça. Parce qu'il y a pas longtemps, juste avant, j'avais visité une maison avec des travaux de fou. Et en plus, j'avais fait une offre. J'avais quand même fait une offre parce que je pensais que c'était une opportunité. Et en fait, l'offre, elle a été refusée. Et il s'avérait que c'était mon pote qui a acheté la maison. C'était un truc de fou. Lui, il savait pas que j'avais visité. Après, il m'annonce qu'il a acheté une maison. Il me montre les photos. Je lui montre mon téléphone. Je lui dis, regarde, cette maison, je l'ai visitée. Puis il m'a dit, ah, c'est toi qui as fait une offre. Je dis, oui. Mais lui, il a fait une offre de 5000 euros 5000 francs, excusez-moi, plus cher que moi, et c'est lui qui a eu le bien immobilier. Alors il était bien, le projet était bien, mais il y avait beaucoup, beaucoup de travaux. Et moi, vu que j'avais pas mal souffert sur le premier bien, je me suis dit, ou sur une maison, tout seul, je suis pas de la construction. Il faut savoir que je suis pas maçon, je suis pas peintre, je suis pas du tout dans le domaine du bâtiment. Et je valorise les gens qui travaillent là-dedans parce qu'ils peuvent faire de grandes choses. Mais je me suis dit, voilà, moi, je sais casser, porter, déplacer de gauche à droite, mais les finitions, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, bon, s'il y a trop de travaux comme ça, beaucoup de finitions, beaucoup de travaux de finition, je vais passer beaucoup par les entreprises, ça va être compliqué d'économiser sur les devis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je me suis dit, je vais regarder cette annonce-là que ma femme, elle a ramenée, parce qu'au début, je lui ai dit, ah, c'est nul. Et j'ai visité c'était une maison, j'étais visité, puis c'était écrit petite maison. Et j'ai visité la maison 1993. C'était une super année parce que j'avais visité des maisons de 1960, de 58, voire avant. Des maisons pourries avec beaucoup de travaux, les canalisations à refaire, des toitures complètes. Et là, la maison, super propre. Les toitures, le grenier, tout était propre. Par contre, il y avait un défaut. C'est que la maison, elle était mal répartie. Il y avait un studio au rez-de-chaussée. Et à l'étage, il n'y avait qu'une chambre, un salon et une cuisine. Et c'était bizarre, parce que nous, on voulait avoir une famille. Et après, j'étais aussi bloqué parce que à la base, je recherchais un appartement. Et je me suis dit, au pire, je prends un appartement, je mets un appartement à louer, et moi, je vais louer autre chose. Je savais pas trop où aller. Puis la maison, c'était pas mon truc, parce que souvent, j'écoutais que dans les vidéos, ouais, justement, Cédric qui disait, ouais, il faut pas investir dans sa maison personnelle, il faut continuer à investir dans l'immobilier. Mais là, le prix de base était tellement pas cher que je me suis dit, je vais faire une offre en béton, et si d'un coup l'offre elle passe. Et j'ai dit, je vais tenter le coup de bluff. Et en plus, c'était une dame qui voulait vraiment vendre, parce qu'il y avait une autre personne qui avait fait une promesse d'achat, et puis qui l'a fait, ouais, qui l'a fait, je sais pas comment tu peux trouver, comment tu peux dire ça, mais qui l'a fait attendre pendant des mois et des mois pour conclure la vente, et ça s'est pas fait. Et justement, il s'avérait que cette dame, j'ai su par la suite, qui voulait acheter cette maison, elle a essayé de me vendre son appartement et elle n'a pas été correcte avec moi. Parce qu'elle m'avait menti sur les mètres carrés et elle traînait. Elle disait que moi, je voulais lui acheter. L'appartement, c'était un appartement que je voulais aussi acheter. Elle me disait qu'elle me le vendait. Et puis, à la base, il n'y a rien qui se faisait. Elle disait qu'elle devait attendre sur son mari, qu'ils s'étaient divorcés, mais pas vraiment divorcés, qu'ils ne vivaient pas ensemble. Et en fait, je ne savais même pas, et j'ai su même ça par la suite. Sur le coup, quand j'ai négocié mon achat, je ne savais pas parce que la dame, elle me disait, oui, mais c'est une dame que j'attends sur elle, elle dit qu'elle a acheté la maison, mais là, j'en ai marre, j'en ai marre. Et moi, je dis, je vais faire le même coup de bluff. Et c'était la même chose, toujours avant les fêtes. Moi, je sais pas, j'ai un truc avant les fêtes pour acheter de l'immobilier. Et je dis, écoutez, moi, tout de suite, je vous fais une offre. Elle avait mis un panneau à vendre sur la maison à l'extérieur. J'ai dit, vous m'enlevez la plaque et on signe dans les 2 jours. Et j'étais sûr de mon coup, j'avais mis de l'argent de côté, j'étais prêt. Elle m'a dit, vous êtes sûr? Parce que l'autre dame, je dis, écoutez, moi, il n'y a pas de blabla. Moi, c'est tout de suite. Il n'y a pas de réflexion. Je vous fais cette offre-là. Si vous acceptez mon offre, j'ai dit, écoutez, après, j'ai mis en avant les arguments, les rénovations. Pareil, il fallait changer les fenêtres, autres. Et là, elle m'a tout de suite dit oui. OK. Et moi, je suis presque eu peur. Je me dis, il y a un piège là. Là, c'est sûr, il y a un piège. Elle m'a dit oui. Je dis, par contre, vous me garantissez que vous m'enlevez le panneau à vendre. Parce qu'elle n'avait pas encore mis de panneau à vendre. Parce qu'en fait, ça se faisait en particulier. La vente, en fait, elle n'avait pas mis d'annonce. Elle avait mis justement en fait, je savais pas en fait, mais en fait, l'annonce qu'elle a mis dans ce magasin, c'était pour faire un électrochoc à l'autre dame parce qu'elle faisait les courses là-bas. Mais en fait, je savais même pas tout ça. Et ça s'est avéré qu'en fait, c'était comme elle a essayé de la piéger, de lui dire, de mettre cette annonce-là, de lui dire, bah voilà, bouge-toi parce que moi, je vais mettre la maison en vente. Et moi, je lui ai dit, écoutez, mais laissez tomber cette dame. Moi, l'offre, c'est du concret, on va chez le notaire. Elle m'a dit, ah, mais j'ai des frères et sœurs.
Et ok, je vais parler avec eux. Elle me téléphone, elle m'a dit c'est bon. Moi, vous dormez pas la nuit. Quand vous avez une annonce comme ça, vous dormez pas la nuit. Quand vous savez les chiffres, quand vous savez que vous êtes prêt, qu'il y a une opportunité, moi, je dormais pas. Jusqu'à ce que je sois allé chez le notaire, j'ai pas dormi. J'étais somnambule, j'étais dans mon lit, je savais pas. Ma femme, elle m'a amené les papiers de la banque, j'étais au travail pour signer pendant une pause. C'était un truc de dingue. J'ai appelé de nouveau la banquière, je l'ai fait stresser, j'ai fait mes tableaux, j'ai comparé mon ancien crédit, l'hypothèque. Et elle a dit, mais vous êtes un malade. J'ai dit, presque. J'étais comme un fou. Parce que je m'y connaissais rien en vrai dans l'immobilier plus que tant. J'ai essayé de me renseigner avec Internet, avec les outils que vous avez, qu'on a maintenant gratuits. Je lui ai fait les petits tableaux. Elle m'a dit, c'est bon, solvable, je veux juste visiter la maison. Je l'ai fait visiter. Et ça s'est fait. On a pris rendez-vous chez le notaire. Et en plus, je me rappellerai d'une scène. Il fallait que le rendez-vous, ça soit à la première heure du matin. Parce que la dame qui me vendait la maison, elle avait un frère qui était alcoolique et il pouvait ne pas signer s'il était plus à jeun le matin. Mais c'est un truc de dingue. Ça, c'est des trucs, tu vas te rappeler toute ta vie si t'arrive un truc comme ça. Et justement, on a été chez le notaire à jeun. Il était très conscient, le type. Tout le monde était conscient. Tout le monde était à 100%. On a signé. Et voilà, j'étais super content. C'était mon deuxième bien. Ouais, le premier, c'est vrai que le premier, c'est fou. Le premier, c'est un truc de dingue. Mais le deuxième, tu te dis, waouh, comment j'ai fait? C'est pas possible. En si peu de temps. En plus, c'était court. Mais je sais que la clé, c'est de ne pas avoir mis de l'argent dans les voitures et de ne pas avoir mis de l'argent dans des trucs inutiles, dans de la sape inutile, dans des trucs que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune, où je me suis rendu compte que ça servait à rien. Je me suis sacrifié. J'ai pas fait des restos de luxe. J'ai fait des McDo pourris, des pizzas pourries. Après, pourri, ouais, c'est pas une bonne façon de le dire, mais des trucs pas chers. Franchement, la pizza, le kebab, le grec, à 10 balles, pour pas dépenser. Vraiment, pour pas dépenser. J'allais pas dans des restos, manger pour 100 €, le plat pour deux. Nous, on se faisait vraiment des trucs à l'emporter, pas cher, parce qu'on voulait économiser. C'était le projet. On se faisait des vacances pas chères. On était vraiment focus sur la suite, sur notre avenir. Et c'est ce que je vous conseille, c'est d'être focus sur votre avenir. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est parce que si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Ce qui est le plus important, c'est pas de trouver les biens, c'est le sacrifice. Est-ce que vous êtes prêt à faire un sacrifice? Est-ce que vous êtes prêt à épargner plus que la moyenne? À manger des salades? Moi, durant un moment, je mangeais tellement de salades que même le médecin il m'a dit, vous mangez trop de salades, j'avais mal au ventre. Non, mais c'est vrai, je voulais manger le truc le moins cher. Je voulais manger le truc le moins cher. Je voulais épargner. C'est peut-être drastique, mais quand tu es pauvre, il n'y a que ça. Quand tu n'as pas fait d'études, quand tu as fait le fou, quand tu as fait. Après, j'ai étudié par la suite, mais pas des études qui me rapporteraient des 10 k par mois. C'est-à-dire, j'ai eu un salaire qui me permettait tout juste d'épargner. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que j'avais un petit loyer, en fait. Un petit loyer avec des petites charges dans l'immeuble où j'étais. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer, en fait. Et c'est là le game changer. Le game changer, c'est quand tu peux faire ces petites économies et quand tu es prêt à faire du sacrifice. Moi qui fais de la course à pied, c'est pareil, c'est un sacrifice. Quand tu dois courir des grandes distances, c'est un sacrifice. Moi, j'aime pas courir 21 km, j'aime pas courir 42 km, voire plus. C'est un monstre sacrifice. Des fois, quand je fais que des 5 ou des 10 km et que je sais que j'ai une course à 35, à 40 kg, je me dis, si je fais pas le sacrifice d'aller chercher des 21 km, voire plus, je vais jamais réussir. Bah, c'est comme tout. Tu dois faire le sacrifice de te lever tôt, t'entraîner, d'autres plein de choses, d'avoir une alimentation saine. Et ça, c'est très important. Et pour en revenir justement en fait, à mon projet immobilier, j'ai réussi ce deuxième achat. C'était fou. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. Parce que tu deviens encore plus fou à chaque fois. À chaque fois, tu veux monter d'une étape, d'une étape. Et je me suis dit, bon, j'avais envie d'investir ailleurs. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je suis d'origine portugaise. En fait, je suis né en Suisse, j'habite en Suisse depuis tout petit. Mes parents ils sont arrivés en Suisse, ils avaient 17 ans. Et j'avais toujours l'idée d'acheter quelque chose dans mon pays d'origine, mais pas dans le village, une maison, un appartement fermé, que tu vas payer toute ta vie pour jamais y aller, pour aller, 5 semaines par année? C'est à quoi? 4, 5, 6 semaines de vacances par année? C'est ça que tu vas profiter de ta maison, de ton appartement dans ta ville natale? C'est même plus ton pays au final. C'est même plus ton pays. On a des racines, on est attaché, mais c'est même plus notre pays. Je me suis dit non, je peux pas faire ça. Je peux pas acheter comme tout le monde en fait. Parce que souvent j'entendais des immigrés qui vivaient en Suisse. Ah, moi j'ai ma maison, j'ai fait s'ils allaient en vacances, ils passaient 5 semaines à faire des travaux chez eux, à faire de la peinture. C'est joli, c'est clair, ils y tenaient, ils travaillaient des heures pas possibles pour avoir le plus gros des châteaux au village chez eux. Et moi, ça me parlait pas ça. Je me dis, mais c'est que de gars. Toute ta vie, tu vas payer une maison, tu vas payer un loyer ici et tu vas payer une maison à l'étranger
que tu sais même pas si tu vas arriver à la retraite, si tu vas pouvoir en profiter. Et quand tu vas en vacances, tu passes 3 jours à la nettoyer et à faire des travaux de rénovation avec l'humidité et tout. Je dis non, c'est pas pour moi ça. Et je me suis dit, bon, on verra, je vais déjà aller en vacances. Et en plus, j'allais pas souvent en vacances au Portugal. À un moment même, je parlais plus très bien le portugais. Et je suis parti là-bas, et j'étais à l'Algarve, et j'ai trop kiffé l'Algarve. J'avais déjà été plus petit, et j'ai trop kiffé. J'ai dit, ah, mais ça bouge et tout. Et je vais regarder l'immobilier. Il y avait pas mal de biens à vendre et des prix. Mais quand je comparais, moi, ce que j'avais acheté, les prix du Portugal, c'était une blague. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Et je voyais immobilier, tout ça. Je voyais que c'était la crise, en fait. On était en pleine crise de l'immobilier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui est à vendre. Et même la banque qui vendait des biens, et des biens. Et je me rappelle, c'est vraiment Cédric. Je reviens à chaque fois à Cédric Anissette. Il parlait d'acheter des biens immobiliers à la banque et tout. Pas besoin de fonds propres, je sais pas quoi. Je dis, comment ça doit être un bourbier, ce truc-là. Et je me dis, bon, on va voir. Je prends contact avec des agences. Et les agences, elles n'étaient pas sérieuses, en fait. Je demandais, envoyez-moi des biens immobiliers. Ils m'envoyaient rien. Ou ouais, je demandais un truc, ils m'envoyaient un autre truc. Je demandais localisation, ils m'envoyaient à 10 kills plus loin. Je demandais ascenseur, plein de trucs. Je demandais des critères. Ils répondaient pas à mon critère. Et ça aussi, j'ai pas compris. J'ai pas compris des fois, même en Suisse, hein, la qualité de certains agents immobiliers. Tu demandes des critères, on te propose des trucs à l'opposé. En tout cas, ça peut être à l'opposé, mais en tout cas proche. Et là, pas du tout. Et puis justement, moi, je donne mes critères. Et là, il y a une agence, et qui sont encore mes partenaires aujourd'hui. Cette personne, c'est une femme. Et elle a répondu à mes critères. Et elle m'a pris au sérieux, elle m'a contacté, elle m'a fait un listing de plusieurs biens immobiliers. Elle m'a dit, quand c'est que vous allez venir, Hugo? Moi, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner mes dates, parce que en fait, moi, j'avais été en vacances et je voulais retourner justement pour voir ces biens immobiliers. Et je lui ai dit, bah voilà, moi, telle date, je vais être là. Et tout simplement, on a été visiter les biens. Il y a des biens qui m'ont plu, d'autres pas. Puis là, je vois un immeuble qui appartenait totalement à la banque. C'est le constructeur qui a fait faillite. Mais l'immeuble terminé. Il manquait juste le four, la hotte, le lave-vaisselle, les trucs classiques et les lampadaires, les luminaires. Mais l'appartement nickel avec garage, tout. Et je me suis dit, waouh, ça c'est sympa ça. Et là, il y avait mon père avec moi. Je lui avais dit, viens, on va visiter et tout. Et il y avait plusieurs appartements. Il y en avait un qui était sur le toit, qui était bien, il me plaisait parce qu'il y avait une belle vue et tout, mais je le voulais pas. Parce qu'en fait, rien que pendant la visite, quand elle a ouvert en fait l'extérieur, il y avait plein d'éjections de pigeons et d'oiseaux, en fait. C'est pas les Groenland ou je sais pas comment on appelle ça. Et je me suis dit, ah non, si je suis pas là, ça va être dégueulasse tout le temps. Et puis après, je savais pas si tu pouvais construire un truc et puis ça allait faire des frais en plus. Et je me suis dit ça non. Après, il y avait le rez-de-chaussée, il y avait des pylônes au milieu de l'appartement, c'était bizarre. Après, c'était des grands volumes, c'était entre 80 et 100 mètres carrés, c'était super bien. Et les prix, on est dans les 100 000 euros, 100 000 euros, voire plus bas. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Et là, j'ai eu un coup de cœur, j'ai vu un appartement. Et avec mon père, on a réfléchi, je dis, ah, c'est celui-là qu'il faut. Pas trop haut, pas trop bas, et grand volume, avec une place de parc au souterrain, ascenseur. L'immeuble, il était presque neuf. Je sais même plus de quelle année il est, là, je l'ai pas en tête. Mais neuf, l'immeuble était neuf. Et c'était deux immeubles un peu collés comme ça, avec un escalier au milieu extérieur. Et j'ai dit, waouh, allez, coup de bluff, je vais essayer avec la banque, je sais pas, je connais pas, je sais pas comment il faut procéder. Et j'avais trouvé un contact en Suisse. C'était un gars qui a travaillé aux finances et qui travaillait pour la banque, pour une banque portugaise qui avait justement un bureau en Suisse. Et moi, de toute façon, je suis rentré en Suisse, j'ai visité les biens, puis j'appelle le gars, je dis, écoute, là, que je suis intéressé, je vais acheter un bien, comment ça se passe et tout. Parce qu'en plus, le bien, il est dans votre banque. Et il me dit, comment ça? Ouais, c'est votre banque qui vend le bien. Ah ouais, attends, je vais regarder le dossier, tout ça. Puis là, je lui dis, mais c'est quoi comme scam? Parce que je me suis dit, peut-être c'est une arnaque ou autre. Il me dit, non, non, c'est le constructeur, il a fait faillite, c'est la banque qui a repris. C'est la banque qui vend. Et puis les prix étaient franchement, bah, c'était cool, quoi. Les prix, c'était vraiment abordable. C'est vraiment ce que je cherchais. Et je me suis dit, bah voilà, je fais comment? Moi qui je vis en Suisse, comment je peux faire pour acheter tout ça? Puis il m'a tout expliqué que je pouvais justement me faire financer au Portugal et tout, parce que j'étais binational. En plus, il y avait des avantages d'avoir la double nationalité et tout. Je dis, bon, bah top. J'ai eu des avantages. J'ai acheté directement à la banque. Et là, il me dit un truc, non mais voilà, c'était un truc de dingue. Vous n'avez pas besoin de fonds propres. Mais j'ai dit, comment ça? Non, vous n'avez pas besoin de donner d'argent.
Vous avez des fiches de paye, vu que vous travaillez en Suisse, vous n'avez même pas besoin de donner de fiches de paye, de fiches de paye, de fonds propres. Je dis, ah ouais, ah, mais je dis, c'est dingue ça. Mais après, moi, je voulais donner. Je dis, non, mais je vais quand même donner parce que je voulais réduire la dette et tout. Après, on simule. Il me dit, voilà, si vous donnez tant, ça vous fait tant. Et moi, là, il me fait une simulation. Et je me suis dit, attendez, ça me fait combien et tout? Il me montre. Et puis il me dit, écoutez, bah voilà, là, vous êtes 2 fois moins cher que si vous achetez une petite voiture. Puis moi, je dis, ah bah ouais, c'est sûr que je n'allais pas acheter une petite voiture. Et c'est sûr que je n'allais pas acheter de voiture du tout. Moi, je vais payer cash la voiture. Et ça, je m'en fous si je vais le payer tous les mois. Mais c'est rien. Et c'était vraiment rien. C'était une toute petite dette. J'avais un bien immobilier à l'Algarve, à 300 mètres de la plage. J'étais super bien. J'avais juste pas la vue mer. Ouais, si je montais sur le toit, tu vois la mer et tout. J'ai dit, vas-y. Ok, démarrage. J'ai téléphoné à l'agence, j'ai fait une offre, on a négocié. En plus, avec la banque, tu peux encore négocier, je ne savais même pas. J'ai fait une offre, on a négocié, notaire, pareil, j'ai découvert le notaire à l'étranger, comment ça fonctionnait. En fait, c'est la même chose, hein, il n'y a rien qui change, accompagné par l'agence. Et en plus de ça, l'agence, elle me dit, ah, mais vous voulez pas louer le bien? Puis moi, je dis, bah oui, logique, je veux louer le bien, de toute façon, je comptais pas habiter dedans. Et je voulais pas le laisser vide, ça c'était sûr. Je voulais pas faire le truc investisseur immigré, l'appartement que je veux que personne rentre dedans. Non, non, moi je m'en fous si j'y allais pas dedans. Mais par contre, je voulais pas louer à l'année. Parce que j'avais eu écho que des gens, ils rentraient dans les appartements, ils payaient pas et t'arrivais pas à les faire sortir. Et vu que j'étais à distance, puis je connaissais pas encore le système, puis elle m'a dit, non mais écoutez, nous on fait de la location saisonnière, Airbnb, je m'occupe de tout. Et en plus, je peux vous faire meubler. Puis moi j'ai dit, écoutez, on va faire comme ça. Je vais commander tous les meubles sur Internet, parce que c'était que de l'électronique en fait. Je vais les faire livrer chez moi, je vous laisse les clés et vous me les installez. Vous faites installer, et j'ai acheté un climatiseur, j'ai acheté un four, le plan de cuisson, la hotte, l'évier il y avait déjà. L'évier il y avait déjà, je sais plus exactement, les luminaires, j'ai commandé plein de luminaires, j'ai compté juste avant de partir combien de luminaires il y avait, et j'ai fait installer un store sur la terrasse pour la sécurité, pour personne rentre. Ça, je me suis dit, il y a un mec fou là, il grimpe, je suis pas là, parce qu'il y avait des cambriolages et tout. Je me suis dit, non, je vais installer ça, et tout à distance, photos, vidéos, caméra, on a tout fait à distance. J'ai investi comme ça. On a fait notre première année sur Airbnb. Ça a commencé mitigé. Quand t'es pas connu, quand t'es personne, c'est difficile. Deuxième année, troisième année, quatrième année, ça va faire bientôt 10 ans que j'ai l'appartement. Vous vous rendez compte, il y a 10 ans déjà que je fais du Airbnb. On est super bien noté. Je suis super content. On a une collaboration qui va faire 10 ans avec cette personne-là. On s'est connu comme ça hein, sur un projet immobilier. Et c'est important d'avoir une personne de confiance. Et de la féliciter. Quand elle fait des chiffres, quand elle fait 10%, 15%, 20% de plus, 25% à la fin de l'année. L'État, il change tout le temps les lois, par contre, à l'étranger. C'est compliqué, il faut toujours réadapter, il faut de nouveau refaire des papiers. Et quand tu es à distance, tu as besoin d'avoir une personne de confiance. J'ai eu de la chance. Des fois, j'ai dû mettre un petit coup de pression, parce que c'est pas toujours clair. Surtout qu'on n'a pas le même rythme. Portugal, Suisse, on n'a pas le même rythme. En Suisse, c'est carré. En tout cas, c'était carré jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et des fois, là-bas, faut, ouais, ils ont pas la même culture. Des fois, ils laissent un petit peu couler ou ils s'oublient. Tu envoies un message, réponds pas tout de suite, faut relancer. Ça se fait, mais gentiment. Et même quand tu relances, ils s'excusent et puis ils finissent par le faire. Et là, boum, troisième bien immobilier. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, je reprends un bien immobilier en Suisse. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est enchaîné. Et je vais pas vous raconter l'histoire de chaque bien, mais c'est comme ça, en fait, que j'ai continué à faire des sacrifices. J'ai continué à prendre de l'argent de l'Airbnb, à prendre de l'argent de mon premier bien immobilier que j'ai mis en location, parce qu'après, j'étais vivre dans la maison, j'ai mis en location. Et tout simplement, la maison que j'ai achetée, au final, c'était, franchement, j'allais pas trouver un loyer ce prix-là. Surtout pas une maison. C'était vraiment bon marché. J'ai acheté un prix en dessous du marché. Ma maison actuellement, elle vaut 2 fois le prix. L'appartement que j'ai acheté, le premier, il vaut 2 fois. Le deuxième, il vaut 2 fois. L'autre que j'ai à l'Algarve, il vaut encore 1 fois et demie son prix. Franchement, presque deux fois le prix. Quand tu commences comme ça, en partant de rien, et que tu fais des petites choses comme ça, des petits sacrifices, et puis tu arrives grand, bah tu te dis ça vaut la peine. Tu te dis vraiment ça vaut la peine. Parce que j'étais loin de m'imaginer, quand j'ai acheté mon premier appartement, que j'étais capable de tout ça. Moi qui étais presque foutu dehors de l'école parce que j'étais un voyou, parce que je faisais le fou, parce que je faisais que des bêtises, parce que j'ai dû étudier grand plus tard, j'ai dû me bouger et faire que des sacrifices. Ma vie, c'était un sacrifice au final. Et ça en valait la peine.
Et souvent, les gens, et en plus aujourd'hui, vous avez encore plus de moyens. Moi, il y avait pas, moi j'ai fait des podcasts, j'ai essayé de faire YouTube, ça donnait rien. Aujourd'hui, si vous avez TikTok, vous êtes rémunéré. Bon, nous en Suisse, on est rémunéré de rien. Mais à l'étranger, vous pouvez gagner de l'argent de TikTok, vous pouvez gagner de l'argent de YouTube, vous pouvez vendre des formations. Nous, ça n'existait pas la vente d'informations. Si ça existait, je les connaissais pas vraiment. Mais aujourd'hui, vous avez tous les moyens pour gagner encore plus que de serrer la ceinture. Moi, à l'époque, mon seul moyen, c'était de me serrer la ceinture, de faire un 6 ou 7% de rentabilité, d'épargner ces 6 ou 7%. Et c'est comme ça que je faisais des effets de levier avec la banque haute. Aujourd'hui, vous avez 3 fois plus de moyens. Vous pouvez vendre une compétence, quelque chose que vous savez faire. Il y a plein de possibilités pour épargner et en tout cas investissez dans l'immobilier. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'autres investissements. Je voulais vraiment vous parler de la pierre. Et même, je vais vous donner, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans un podcast ou pas. Moi, j'avais un ami avec qui je travaillais et il me disait, ah, mais Hugo, moi, je n'ai pas de fonds propres. Ça va être compliqué. Je lui ai dit, écoute, je suis sûr, il y a une solution avec la banque. Je suis sûr que tu peux. Et lui, il voulait acheter en montagne. Et je dis, mais en montagne, c'est bingo. C'était moins cher. Alors, montagne, mais pas à montagne comme vous imaginez, parce que je vois déjà dans les commentaires, certains vont me dire, ouais, mais Verbier, non, c'est pas dans les stations de luxe. Montagne, des endroits tranquilles où il y a pas forcément beaucoup de commerce ou autre, mais les prix sont vraiment abordables. Et lui, il avait trouvé un petit chalet avec des rénovations, mais vraiment beaucoup de rénovations, mais le prix de vente dérisoire, vraiment dérisoire. Et moi, je lui dis, écoute, tu sais quoi, tu vas à la banque, tu fais des devis, tu vas voir les entreprises, tu fais la somme globale des travaux. Et tu dis que tu voudrais faire un crédit de construction. Et va voir qu'est-ce qu'ils te demandent. Il est allé là-bas à la banque, ils lui ont fait un crédit de construction, un crédit de rénovation, je me corrige. Il n'avait pas de fonds propres. Et il y croyait pas. Il s'est dit, ça va jamais passer. Mais il n'avait pas de dette, il avait rien. Et c'était tellement dérisoire. Franchement, le prix d'achat était tellement dérisoire. Je sais même pas si aujourd'hui il y a une opportunité comme la sienne. Franchement, aujourd'hui, il me dit encore merci. Parce que c'était un coup de bluff. Il a été à la banque, il a fait plein de devis. Même avec les travaux, la banque, une fois la maison rénovée, la maison, elle allait valoir, je sais, il y a un pourcentage qu'il faut calculer, je ne peux pas vous dire, c'est comme ça de tête. Elle allait valoir assez pour couvrir justement la dette et les charges. Et même encore plus, une fois qu'il payait son crédit, c'était tellement, ouais, c'était rien en fait. Le crédit était tellement petit qu'il allait rentrer dans les frais de la banque, tout simplement. Dans le calcul, la banque, elle fait des calculs et il rentrait dans les frais. Et il a acheté de l'immobilier sans fonds propres. Il connaissait rien en travaux. C'est les entreprises qui ont tout fait et c'est la banque qui paye les factures. Alors, je ne sais pas en France si vous pouvez faire ces processus ou pas, renseignez-vous, mais il y a des trucs de dingue que vous pouvez faire, que vous ne savez pas et que personne ne vous l'a expliqué. En tout cas, ce n'est pas à l'école qu'on me l'a expliqué. Ce n'est pas dans les formations professionnelles que j'ai fait ou autre. Il n'y a personne qui m'a expliqué tout ça. C'était du self-made man, c'était regarder sur Internet, écouter de Cédric Anissette, des podcasts, lire des trucs sur l'immobilier. J'ai gratté pour trouver les informations parce que personne ne les explique. Et personne te dit, même dans les vidéos, étape par étape, comment il a fait, tout le monde te dit. Et encore aujourd'hui, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on parle beaucoup de business digital, où tu vois, la majeure partie des vidéos, c'est des mecs en Lambo, à Dubaï, machin, regarde, moi j'ai la Lambo, moi j'ai un business, mais paye ma formation. Alors je dis pas qu'un jour, je vais peut-être pas lancer une formation pour vous donner tous ces tips, mais rien que la motivation de dire, les gars, c'est pas juste payer pour ma formation pour apprendre à faire quelque chose, mais aussi motiver les gens, à expliquer plus ou moins un petit peu les détails, comment ils peuvent faire. Voilà, moi je vous expliquais un peu en fond comment j'ai procédé moi tout simplement. Puis c'était simple, alors je suis pas millionnaire, je suis pas ça m'a pas rendu ultra riche, mais ça m'a amélioré mon quotidien. Mais nettement, moi qui n'ai pas fait des études, moi qui n'étais pas prédestiné à des gros revenus, ça m'a amélioré le quotidien. Maintenant, avec le digital et tout, c'est un game changer, c'est autre chose. Si j'étais resté dans l'idée salariat, que l'argent du patron, j'en serais pas là aujourd'hui. Au début, oui, au début c'est clair, au début j'étais que avec l'argent du patron, mais par contre, sacrifice avec. Sacrifice, mais dur. Vraiment un dur sacrifice. Et il n'y a peut-être personne qui aurait été capable de faire ça, parce que tout le monde veut flamber. Ça, c'est aussi un des problèmes. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi je me sacrifie, j'arrive pas. Bah oui, peut-être, c'est possible. C'est possible que les revenus soient vraiment petits, que c'est serré, bah oui, c'est possible. Mais on peut toujours gratter. On peut toujours gratter quelque chose. Et peut-être ça prend un peu plus long. Et aussi, quand on veut investir dans l'immobilier, il faut pas non plus voir trop gros. Des fois, les gens, ils veulent tout de suite trop gros, trop beau, trop. Et je me rappelle encore, moi, quand j'invitais des amis chez moi à manger,
Et ils se foutaient de ma gueule quand j'avais mon petit 2 pièces et demie, qui n'était pas encore rénové. J'avais un sol rouge dégueulasse. Puis, j'avais pas encore changé, j'avais pas encore mis le parquet. C'était le parquet de la cuisine. Puis, il me disait, ah, moi, le jour où j'ai un appartement, j'aurai jamais un sol comme ça. Ah, moi, j'aurai une cuisine propre. Puis, ils parlaient comme ça, ils n'avaient pas encore investi. Mais ils osaient te dire, toi qui avais déjà investi, que ton sol était dégueulasse. Déjà, un truc qui se fait pas, tu vois. Et après, c'est clair que moi aussi, j'aurais pu avoir un appartement beaucoup plus beau avec un sol neuf et tout ça. Mais ça m'aurait coûté et j'avais pas les moyens. Alors, rien à F du sol qui est dégueulasse parce que tu étais en train de manger dans ma cuisine, mon pote. Tu étais en train de manger dans ma cuisine, en train de critiquer mon sol, tu vois. Et pas que ça, d'autres critiques. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'en rigole parce que ces gens, après, ils ont investi dans l'immobilier. D'un côté, je me suis dit, bon, au moins, je les ai motivés pour ça. Il faut pas être jaloux parce que Dieu, il voit tout. Il faut pas être jaloux. Et grâce à Dieu, bah voilà, il m'a donné la force. Aujourd'hui, eux, ils ont investi aussi dans l'immobilier. Et moi, ce que je peux dire, c'est que je suis content pour eux. Et que je serai content pour tous les autres qui vont faire pareil. Bon, les amis, c'était une petite vidéo sur l'investissement immobilier, sur mes investissements immobiliers. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est faites pareil, investissez et commencez tôt et jeune. Parce que plus vous allez commencer tôt et jeune, plus vous pouvez avoir plusieurs biens immobiliers, plus vous pouvez investir et faites des sacrifices. La clé, c'est les sacrifices. C'était Hugo dans Bienvenue dans le Move. À tout bientôt. Ciao.